C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Génération News, vous connaissez le principe de l'émission, scindée en deux parties. La première, elle, sera consacrée au pardon. Pourquoi est-il important aujourd'hui de pardonner à l'autre? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, nous allons chuter, mes invités et moi, sur une autre thématique liée au voyage. Est-ce que le voyage est considéré aujourd'hui comme une thérapie? Vous en saurez également un peu plus en fin d'émission. Fabrice, diplômé en gestion des entreprises, vous êtes avec nous aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Nous avons également Nathan. Nathan, évidemment, toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau, étudiant en management des affaires. Merci à nouveau de nous avoir fait cette fidélité d'être là aujourd'hui. Merci Régis. Nous remercions également Donatien, deuxième participation à l'émission Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1. C'est toujours un plaisir. Et nous terminons avec la seule femme de ce plateau, Jaël. Vous êtes étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et nous intéresser à une thématique qui demande, on va dire, beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est le pardon qui devient également une denrée rare, j'ai envie de dire, également aujourd'hui dans le monde auquel nous vivons, tout simplement. Alors, Nathan, c'est vrai que chacun a peut-être une définition assez précise du pardon. D'ailleurs, vous allez me la donner. Mais s'il fallait vraiment essayer d'aller dans le sens d'une définition assez générale, c'est quoi le pardon, Nathan? Alors, le pardon, merci pour la question. Le pardon, selon le dictionnaire français, c'est le fait d'accorder le pardon, ou le fait de pratiquer, d'accorder ou le fait de pardonner. Maintenant, le fait de pardonner consiste en quoi? En le fait d'oublier ou de laisser passer une offense, mais pas d'oublier l'action qui a mené à l'offense, mais oublier les effets de l'offense. C'est-à-dire, si cela me fait mal d'entendre, de penser à l'action qui a été commise, il faudrait que je travaille sur moi pour pouvoir oublier les effets de cette offense-là. Travailler sur soi pour pouvoir oublier les effets de l'offense. Tout à l'heure, Nathan, tu parlais également d'un point, pardonner, ce n'est pas oublier. Fabrice, il y a évidemment quelqu'un qu'on connaît très bien ici qui s'appelle Ivan Castano qui disait, je cite, que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est simplement formater son cœur afin d'y introduire des données positives. Mais malheureusement, certaines personnes ont un petit peu maquillé cette belle citation en faisant tout court, en disant pardonner, ce n'est pas oublier. C'est d'ailleurs un petit peu ce que notre ami Nathan disait. Est-ce que vous êtes dans cette philosophie-là? Pardonner, ce n'est pas oublier, ou pardonner, c'est simplement, comme on l'a dit, donner ce pardon-là à quelqu'un, ou voilà. Est-ce que vous êtes dans cette optique de pardonner, ce n'est pas oublier, ou bien il faut réellement pardonner? Déjà, je te remercie pour la parole, mon frère. Pardonner, ce n'est pas oublier. On peut tout simplement pardonner à quelqu'un, mais sans pour autant oublier l'acte que la personne a posé. Oui. Donc, pour avoir le courage de pardonner, il faut d'abord se dire, voilà, chacun peut se trouver dans cette position. Ou encore, il faut donner la chance à tout le monde de repartir sur de bonnes bases, ou encore de se donner la chance, le courage d'être toujours dans ton entourage. Ouais, mais est-ce que c'est un pardon sincère selon toi? Je veux dire, parce qu'à partir du moment où on part du principe de cette citation, de cette phrase, qui dit que pardonner, ce n'est pas oublier, ça sous-entend que la personne qui vous donne son pardon, qui vous pardonne tout simplement, n'a pas oublié ce que vous avez posé, et que dans 2 jours ou dans un mois, la personne peut vous ressortir cette bêtise, entre guillemets. Est-ce que c'est un pardon sincère pour le coup? Non, ce n'est pas un pardon sincère. Ce n'est pas un pardon sincère. Pourquoi? Parce que d'une part, l'être humain a souvent des tendances changeantes. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut faire autre chose et demain, il vous promet le contraire. Ouais. Si déjà vous m'avez offensé et je vous pardonne sur l'acte sur lequel vous m'avez offensé, et il se peut que des jours après, vous allez encore refaire la même chose. Bon, c'est vrai. Bon, on a tellement vécu ça. Je pense que chacun est passé par une situation semblable. On va également revenir sur un autre point. C'est vrai que là, chacun a un petit peu donné sa définition. Enfin, en l'occurrence, Nathan et Fabrice. Donatien, je me tourne vers toi. Alors, c'est vrai que tout le monde a un avis un peu général sur le pardon. Mais la religion en elle-même aussi a un avis sur le pardon. On va s'intéresser à la vôtre parce que vous êtes chrétien de religion. Comment justement la Bible interprète le pardon? En fait, d'un point de vue purement biblique, en fait, Pierre, j'aime bien ce passage de la Bible, c'est dans les évangiles. Pierre vient vers Jésus, il dit « Seigneur, apprends-nous à prier ».
comment est-ce qu'on prie? Et Jésus leur fait état de comment prier. Et il y a une partie où il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En fait, une manière de dire qu'il nous arrive de faire causer à autrui du tort. Il nous arrive d'offenser autrui. Mais donc, dans ce cas, si tu nous pardonnes, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous offensent. Donc, le pardon, il est réciproque. Le pardon n'est pas propre à la personne qui a seulement offensé, parce qu'aujourd'hui, c'est la personne qui a offensé qui est en tort. Ouais, parce qu'on a l'impression que le pardon, c'est juste en fait un prétexte pour passer à autre chose ou bien pour obtenir quelque chose. Mais c'est pas un réel. Le sentiment n'est pas réel. J'ai envie de dire, c'est cette envie de pardonner, de donner une seconde chance. Alors, Jaël, on a la chance évidemment de t'avoir sur ce plateau pour une raison assez simple, c'est que tu as eu à écrire un article sur le pardon. Déjà, peut-être un peu revenir sur le contenu de cet article. Qu'est-ce qu'on y retrouve au-delà du titre général qui est le pardon? Bon, déjà, merci. Dans mon article, précisément, on retrouve c'est quoi l'essence même du pardon. Est-ce qu'il faut nécessairement pardonner juste pour des futilités, pour des choses banales, ou il faut prendre le temps de pardonner sur des trucs qui nous font sincèrement mal, qui vraiment nous ont blessés? Parce que je peux dire à Nathan que je lui pardonne sur... peut-être il a manqué un rendez-vous, il a manqué un appel. Oui, c'est facile à dire, c'est facile à faire, c'est un pardon. Mais est-ce que ça nécessite déjà de ma part un grand effort? Non, ça ne nécessite pas vraiment de l'effort. Mais si nous sommes dans une situation où la personne a vraiment porté atteinte, parce que j'ai eu à vivre vraiment des situations où, waouh, il fallait vraiment du courage à une personne de donner, d'accorder le pardon. Et c'est un pardon vraiment, c'est de ça dont on parle en fait. C'est pas des pardons genre quelqu'un m'a bousculé dans un supermarché, je te demande pardon, tu m'excuses. C'est évident. Mais il y a un pardon en fait, même l'essence même du pardon. Où est-ce que ma situation mérite d'être pardonnée? Ou est-ce que c'est juste la personne qui est en face de moi, non, cette personne-là, non, je ne peux pas te pardonner, là, je ne peux pas te pardonner. Est-ce que c'est ça le pardon? Oui, parce que la question elle est pertinente, Nathan, parce qu'en fait, on a l'impression que, au vu de l'argumentaire de notre ami Jaël, que le pardon, en fait, évolue, ou bien cette capacité à pardonner, c'est en fonction de l'action. C'est-à-dire en fonction de, on va dire, ce qu'on a vécu. Si on a vécu une scène, évidemment, elle a très bien illustré. Nathan qui n'a pas décroché à l'appel pendant une semaine, ok, on te pardonne, il n'y a pas de problème. Le pardon, il est plus facile à donner celui-là qu'un Nathan qui a eu à faire quelque chose d'assez grave. Donc on a l'impression que la capacité à pardonner dépend aussi de la gravité de l'acte qui nous a offensés, tout simplement. Oui, dans ce sens et dans l'ordre d'idée même de ce que Donatien parlait par rapport à la religion. Mais moi, je ne veux pas circonscrire le pardon à la religion. Parce que pour moi, le pardon, c'est d'abord une question d'humanité et une question de spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, c'est au-delà de la religion. Et le principe du pardon, c'est plus l'offense est grande, plus le pardon est nécessaire. C'est ça le principe. Parce que le pardon, l'importance de la chose vient en fonction de la gravité de l'erreur ou la gravité du problème. Plus le pardon demande des sacrifices, demande de l'effort, du travail, plus il est important. Pourquoi? Vous voyez, on revient à la religion, on revient à la question de la chrétienté. On parle de Jésus, on dit qu'il nous a pardonné nos offenses, à tous. D'accord? Il a pardonné au problème de l'humanité qui était la séparation avec Dieu. D'accord? Mais cette gravité-là a demandé quoi? La mort d'une personne. A demandé à ceux qui se donnent complètement. Ça veut dire que le pardon est quelque chose, comme disait Jaël, qui nous demande de travailler sur nous et même parfois d'abandonner qui nous sommes. Il y a des principes qu'on oublie pour pardonner. Oui, c'est vrai, parce qu'on passe outre, voilà, on met nos principes de côté, nos valeurs de côté. Tout à l'heure, elle disait, évidemment, sur un ton ludique, ces personnes qui ont tendance à vous dire « Ah là, je ne peux pas te pardonner parce que c'est assez difficile. » Ouais, donc, vous voyez que c'est assez évidemment compliqué. On va revenir, Fabrice, sur un point. C'est vrai Nathan parlait tout à l'heure du pardon, Donatien et Jaël également. Mais pourquoi c'est important de pardonner? Pourquoi c'est important aujourd'hui de donner son pardon à l'autre? Pardonner, c'est important parce que
avoir trop de choses sur sa conscience, déjà, c'est pas bon. Donc, quand tu pardonnes, c'est une manière de te libérer, de te mettre d'abord toi-même dans de bonnes conditions. Peu importe que ce soit avec ton entourage ou avec les relations que tu entretiens avec ton entourage. Ça peut être de l'amour, de l'amitié ou comme de la famille. Donc, quand tu pardonnes, déjà, tu te libères et tu donnes la chance à la personne de te prouver sa fierté, en fait. Ouais, là, oui, au-delà même de la fierté, la sincérité. Si ce pardon est mérité ou pas. Donc, évidemment, c'est comme Fabrice disait, pardonner, c'est se libérer quelque part. Est-ce qu'on se libère quelque part? Parce qu'il y a un constat, Nathan l'a souligné, que c'était un peu pas super intéressant de réduire le pardon à l'aspect religieux. De manière sociétale aussi, il y a un point, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des familles qui sont divisées. Il y a des frères qui ne se parlent plus, il y a des familles qui sont complètement divisées pendant des années sur un seul point qui cale, c'est le pardon. Comment comprendre qu'aujourd'hui, dans la société, le pardon devient en fait une denrée rare, Donatien? En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, l'homme est composé de 3 parties. En l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Mais très souvent, qu'est-ce qui est touché lorsqu'une personne est offensée? C'est le cœur. C'est le cœur de l'homme qui est touché. Ce qui veut dire que lorsque le cœur est touché, on arrive même dans ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire la personne, le cœur a été tellement, on a l'impression que le cœur de la personne a été tellement broyé, soit à cause des offenses ou à cause des trahisons, donc la personne se referme sur elle. Elle se recroqueville sur elle, donc elle ne veut plus. Donc pour elle, elle estime que... Bon, il y a des exemples. Par exemple, une femme, bon, généralement aujourd'hui les gens appellent ça goumen, on va parler de trahison, exemple, elle était avec un homme. Le goumen, oui, la rupture. La rupture. D'accord. Une rupture, exemple, amoureuse, il y a une rupture amoureuse. Vous allez vous rendre compte que certaines femmes ont eu du mal on va dire quoi, à vivre cette rupture-là. Donc elles font quoi? Elles se referment. Donc pour elles, tous les hommes sont peut-être pareils. Alors que le pardon voudrait qu'elles se libèrent complètement de ça et qu'elles passent à autre chose. Ça ne veut pas dire que l'action est oubliée, mais par contre, c'est d'oublier ce qui a été fait, d'accord, oublier le tort qu'on nous a causé et puis passer à autre chose. C'est souvent là où se pose la difficulté. Donc le cœur est tellement atteint à un point que les personnes aujourd'hui vivent des situations encore plus complexes. Jaël, est-ce qu'aujourd'hui on est en droit de s'inquiéter un peu au vu de ce que Donatien vient de dire et du constat aussi observé dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui où, comme je disais, on a l'impression que le pardon devient un petit peu rare. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on aura une société demain qui va être axée uniquement sur la bêtise ou bien sur un pardon maquillé? Exactement. Les gens ont toujours tendance à penser que pardonner, c'est pas notre ressort en fait, c'est le ressort d'autrui. Mais alors que si toi tu fais déjà l'effort de pardonner déjà lorsqu'on t'offense, bah ça continue. Et aussi souligner le fait que lorsque tu pardonnes à une personne, même si cette personne t'a offensé, même si cette personne a l'intention de recommencer, la capacité que toi tu as eu à pardonner on est humain, on est tous humains, on remarque facilement comment la personne nous offense et déjà la bonté que tu vas dégager lorsque tu vas lui pardonner peut faire en sorte que demain, après-demain, elle aussi puisse pardonner à une autre personne. Donc, c'est une chaîne en fait. Disons, c'est une chaîne. Si moi, je te pardonne, forcément, toi, tu auras besoin du pardon et tu vas te rappeler que j'ai eu à te pardonner. Mais franchement, on se dit que non, le pardon, c'est pour les faibles, comme certaines personnes disent. Que oui, parce que c'est surtout ça, parce qu'on a l'impression, et même dans les couples, il y a quand même un peu la réaction. On a l'impression que celui qui fait le premier pas après une dispute, c'est celui qui est considéré comme le plus faible du couple. Moi, je ne dirais pas que le pardon, c'est pour les faibles, c'est pour les grands. En fait, comme nos aînés ont tendance à dire, bon, nos papas, ils vont dire pour les mystiques, les spirituels, le pardon, c'est pour les grands. Parce que c'est comme, par exemple, je veux mettre cette citation-là proche du pardon. Il est difficile de construire, c'est facile de détruire. On peut bâtir une maison en 10 ans, mais détruire cette maison, il suffit de faire venir un bulldozer, on détruit ça. Au bout avant même une journée, on tient une demi-journée, la maison elle est détruite. Donc, les offenses viennent détruire l'homme intérieurement. Maintenant, il faut être grand,
on a tendance à dire être grand d'esprit, avoir de la grandeur d'esprit. Ouais. Donc il faut être grand pour pardonner. Ouais. Parce que c'est un acte qu'on pose. Il faut être grand pour pardonner. Abdel Malik, qui est un écrivain congolais, dans l'une de ses œuvres où il rendait hommage à Albert Camus, il disait qu'en fait, on vit dans une société où le pardon s'achète et qu'aujourd'hui, nous sommes, entre guillemets, des grands menteurs et que pardonner, évidemment, devient difficile. Le pardon n'existe plus. Évidemment, c'est vrai qu'il est assez extrême dans ce qu'il dit, mais au vu justement de la société, moi, la phrase qui m'a un petit peu interpellé dans cette citation de Abdel Malik, c'est « le pardon s'achète de nos jours ». Et c'est un peu ça. Est-ce que c'est un constat que tu as également fait, Nathan? Le pardon s'achète? Est-ce que réellement il s'achète ce pardon-là? Si oui, comment? Bon, il y a plusieurs exemples. Je ne sais pas s'il faudra citer des noms, mais il y a plusieurs exemples. Vous allez voir un mari qui a trompé sa femme, pour se faire pardonner, il va lui payer un voyage. Il y en a plusieurs. Où vous allez voir des grandes stars, je ne veux pas citer les noms pour éviter les effets de pub, des grandes stars, des golfeurs, des footballeurs qui, après avoir commis des méfaits, pour calmer le cœur de leur femme, vont offrir des bijoux. Je me rappelle d'un qui avait offert une montre à sa femme de plus d'$1 million, une Rolex. Donc, vous allez voir plusieurs choses. Est-ce que c'est acheter le pardon? Ou c'est peut-être simplement montrer, évidemment, qu'on reconnaît avoir fait du tort. Une façon de s'excuser. Une façon de s'excuser. Ouais. Est-ce que c'est acheter le pardon ou c'est montrer vraiment qu'on a fait du tort et qu'on mais est-ce que pour s'excuser, on a besoin d'être aussi extravagant dans le cadeau, par exemple? Voilà, c'est ça maintenant la bonne question. Est-ce que le problème, ce serait le cadeau ou l'intention avec? Parce que ça, on aura l'impression que c'est parce qu'il s'est dit que bon, ma femme est matérialiste, elle restera parce qu'il y a les biens. Oui. C'est ça, c'est ce que ça transmet. Vous voyez? Maintenant, moi, j'ai envie de revenir à la question de l'importance du pardon. Déjà, l'importance du pardon, il est fondamental de comprendre que le pardon, c'est quelque chose qui commence par soi. Il y a des gens qui ne savent pas se pardonner. Oui. J'en discutais avec quelqu'un hier qui avait du mal à se pardonner un acte qui était passé. Et l'autre en face était déjà passé à autre chose. Donc, il y a des gens qui ont du mal à se pardonner. Ça, c'est un fait. Un autre élément, c'est que le pardon, le manque de pardon, crée beaucoup d'ulcères d'estomac. C'est vrai. Des problèmes de cœur, des problèmes cardiovasculaires. Oui, parce qu'on a le stress, on est toujours en train de penser des pensées négatives. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a appelé à 3 h du matin, je m'étouffe. Pourquoi tu t'étouffes? Parce que je pense à quelqu'un qui m'a fait du mal. Et je m'étouffe. Et ça revient à chaque fois et la personne s'étouffe littéralement. Ouais, c'est ce que Fabrice disait, c'est se libérer en fait en pardonnant. Donc, c'est déjà pour la santé, c'est important. Et je dis souvent aux gens qui ont ce problème de manque de pardon que le pardon, ce n'est pas pour la personne en face qui vous a offensé. C'est d'abord pour vous-même. C'est pour être bien dans votre peau, pour être bien avec vous-même, être bien avec Dieu, être bien avec la société, ça c'est fondamental. Et ce qu'il a dit est très vrai. Le pardon est une affaire de grand et de spirituel. Un enfant ne peut pas pardonner n'importe comment. Voilà pourquoi il est dans le même sillage que Jaël, quand elle disait que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et c'est un acte hautement spirituel, le pardon. Moi, je dis souvent que le pardon est divin. C'est pas quelque chose d'humain. C'est vraiment pas quelque chose d'humain parce que pour arriver à un vrai pardon, on précise que le pardon, ça ne va pas, vous n'allez pas oublier l'action parce que pour pardonner, il faut se rappeler de l'action. Ouais. J'ai été abusé, il faut que je me rappelle de qui m'a abusé, de comment, pour pouvoir pardonner à la personne qui m'a abusé. Oui, mais après, ensuite, oublier l'action aussi. Maintenant, quand on dit, on ne peut pas oublier, le cerveau humain ne peut pas formater ce qui s'est passé, mais on peut oublier les effets, passer à autre chose. Revenir à de meilleurs sentiments, ça c'est fondamental. Est-ce que je serais capable encore de pardonner la personne, de discuter avec la personne sans garder cet effet-là? Par exemple, si c'était une rupture, c'est un ex, est-ce que je pourrais rediscuter avec cette personne comme un ami, comme une connaissance, demander un service, échanger des services, etc. Ouais, parce que Jaël, c'est que Nathan dit, c'est évidemment très pertinent et très intéressant. Alors, dans la description de notre ami Nathan, on a l'impression qu'évidemment, ça sonne un petit peu le pardon comme une sorte de maladie où on a besoin, parce que tout à l'heure tu disais il faut d'abord accepter de se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer. Si aujourd'hui le pardon est vu comme un petit peu considéré comme une sorte de virus, une maladie, on a besoin de consulter quand on parle de maladie. Et qui faut consulter? Est-ce qu'il faut consulter, je ne sais pas, le frère, la sœur, un psychologue pour avoir cette capacité à faire ce travail que vous dites, Jaël, qui est d'aller chercher au fond de soi pour pardonner? Je ne pense pas. Moi, déjà, j'ai eu à vivre une situation vraiment très compliquée qui a presque failli bouleverser toute ma vie. Mais personne autour de moi, pourtant les gens compatissaient.
ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mais personne ne peut t'aider. Oui. Si toi-même tu ne décides pas déjà volontairement de t'aider. Si tu ne trouves pas. Ouais. Si tu en fait, c'est quoi le principe? Quand on est, justement, en parlant de ça, si on a, évidemment, on est très entouré. Si maman est là, la grand-mère, le frère, on est très bien entouré. Est-ce que quand on est dans cette position, on a l'impression, c'est quoi? On est dans une salle insonorisée où vous criez et personne ne vous entend? Non, bof. Tu trouves que personne ne peut t'aider en fait. D'accord. Tu trouves que les mots que les gens emploient ne sont pas suffisants pour enlever ou baisser ce que tu ressens. Le remède du pardon, voilà. C'est soi-même. C'est soi-même. D'accord. Tu dois décider toi-même. Est-ce que face à ça, je veux que cette personne détruise ma vie entière? Est-ce que je suis en même de pardonner? Est-ce que j'ai cette capacité-là de pouvoir avancer malgré ça? Parce que on a souvent tendance à penser que notre situation elle est extrême par rapport à ce que d'autres personnes ont vécu. Ouais, c'est ça. En fait, les gens peuvent compatir, mais pas ressentir. Voilà, exactement. Voilà. Les gens peuvent compatir parce que moi, je ne vais pas trop en parler parce que c'est vraiment une situation blessante. J'ai eu à traverser des moments, mais ma mère, elle était vraiment mal à cause de ce que moi j'ai vécu. Ouais. Mais est-ce qu'elle se sentait plus mal que moi? C'était ça la question. Elle ne se sent évidemment pas plus mal que moi parce que voilà, c'est pas à elle. C'est vrai, c'est sa fille, je suis sa fille, mais c'est pas à elle. C'est moi qui, à chaque fois que je faisais un pas en avant, j'avais l'impression d'en faire 10 en arrière encore lorsque peut-être je croisais la personne ou que je croisais peut-être l'enfant de la personne ou quelqu'un, ou ne serait-ce qu'un petit truc, tout ce qui a un rapport avec la personne déjà. Et je ne voulais même plus rentrer chez ma grand-mère parce que ça avait lieu chez ma grand-mère. Je ne voulais même plus. Mais c'est quelque chose qui se passe en toi. Tu dois toi-même décider d'avancer. Mais c'est vraiment pas, c'est pas là en fait. D'accord. C'est parce que je me suis dit, c'est parce que j'ai pu voir en grand me dire que, ah oui, tu n'es pas la seule dans cette situation. Ta situation n'est sans doute pas plus extrême. Et c'est pour ça qu'on a du mal à pardonner parce qu'on se dit que notre situation, non, elle dépasse la tienne. Ouais. Non, ma situation... On a tendance à verser dans une comparaison. Voilà. On se dit ce que j'ai vécu, c'est pas ce que tu as vécu. Pour toi, non. Pour moi, non, pour moi, il y a plus. On se dit que notre situation, elle est vraiment pire que celle des autres. Et c'est pour ça qu'on se dit que non, le pardon, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Ouais. Moi, je vais quand même revenir, Fabrice, sur un point déjà avant d'y aller, avant de te poser cette question. Tu pardonnes, toi, facilement? Je veux dire, comment tu arrives à faire ce travail énuméré par notre ami Jaël, qui est le fait d'aller chercher en soi? Est-ce que tu y arrives? Est-ce que c'est facile pour toi de pardonner? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on va rentrer dans la cellule familiale, parce que pour moi, c'est un point assez crucial. Donatien, je vais venir à toi, évidemment, mais là, je laisse notre ami Fabrice un peu revenir. Est-ce que toi, tu pardonnes facilement? Oui, je pardonne facilement. Mais avant de pardonner, je me remets d'abord en question. C'est-à-dire que je fais d'abord mon examen à moi-même. Ouais, un travail introspectif, voilà. Ouais. Ouais, je me demande, voilà, la situation, elle est là, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse m'en sortir facilement? Ou encore, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation change? Est-ce que toi, tu t'es retrouvé, de faire cette intrusion dans ta vie privée, mais est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation, pas très loin peut-être de celle de Jaël, où tu avais vraiment du mal à pardonner, et comment tu as fait pour y arriver? Déjà, dans la vie de tous les jours, nous rencontrons des situations vraiment pas possibles. Pour pardonner, il faut vraiment avoir un grand cœur. Et il faut vraiment avoir la maîtrise de soi. Donc moi, j'y arrive en réfléchissant beaucoup. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça demande beaucoup de travail en termes de... Et surtout avec des conseils des frères et des aînés qui me mettent sur la bonne voie, me disant, voilà la vie, tous les jours tu seras dessus. Déjà quand tu sors de chez toi, il ne faut pas t'attendre à ce que la première personne qui va te dire bonjour sera souriant envers toi. Ouais, parce que tout le monde n'est pas content de voir tout le monde heureux. En général, c'est un peu ça. On revient justement, on va rester dans ce cercle, dans cette cellule familiale, mon cher Donatien, parce que comme j'ai tendance à dire, la famille, c'est notre premier partenaire. C'est le premier partenaire. C'est ces personnes-là qui sont censées nous accompagner quand nous traversons des moments difficiles. Alors peut-être que pour Jaël, le cas était un peu plus compliqué parce que maman, elle souffrait de l'autre côté, mais la souffrance était encore plus énorme pour elle, notre ami Jaël. Mais comment comprendre, mon cher Donatien, que le frère, la sœur, vous avez partagé on va dire, le même ventre, celui de maman, qu'on salue au passage, la maman de notre ami Donatien, et les vôtres, on va pas les oublier, effectivement. Mais comment comprendre que les gens qui sont censés nous aider
on se sépare, il y a des familles qui font même 15 ans sans se parler, sans se voir, où l'oncle va t'appeler pour dire « ne pars pas chez ta tante, je ne veux pas te voir chez ta tante », c'est le même sang. Comment comprendre que les familles, une cellule aussi proche, se retrouvent dans une situation où le pardon n'existe pas? Bon, en fait, malheureusement, c'est un constat dans notre société, je dirais africaine. Africaine, je veux pas. Bon, en Europe, on a chacun a ses réalités par rapport au contexte. Mais s'il faut contextualiser dans le cadre même africain, on va se rendre compte en fait que le problème, c'est pas souvent les enfants, ce sont les parents. La plupart du temps, ce sont les parents qui, et vous allez, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais moi j'ai pris le temps d'observer des familles. Il y a toujours une personne qui a tendance à vouloir monter sur les autres. Donc, on ne fait pas de réunion si elle n'est pas là. La réunion ne commence pas si elle n'est pas là. Et cette personne aussi, et vous savez qu'en Afrique, on a cet aspect communautaire. Il faut aller chez l'oncle, chez la tante. Donc, souvent, ce genre de personne met ses enfants à part. Il ne veut pas que ses enfants aillent chez tel, mais il faut que les enfants des autres viennent chez elle. Et ça crée des dissensions. Les gens maintenant se déchirent et après, tel parent va dire je préfère, ma mère au moins m'a accouché, moi j'ai fait mes enfants, je préfère rester avec mes enfants dans mon coin, qu'ils aillent encore là-bas. Et ça crée des déchirements. Et cette mentalité, malheureusement, après on l'inculque aussi aux enfants. Et chacun est dans son coin. Et donc là, comment le pardon pourra régner? On remarque aussi que dans nos familles, il y a aussi un côté, parfois c'est nos mamans, parfois c'est des oncles ou des pères qui ont aussi ce côté rassemblement. Ils veulent toujours rassembler. Et en parlant de rassemblement, mon cher Donatien, on marque une courte pause et on va peut-être se rassembler, nous, autre part. On parlera de voyage en deuxième partie. On marque une courte pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News sur Medi 1 pour la suite de votre émission. Cette fois-ci, nous allons voyager. Nous allons essayer de comprendre un petit peu pourquoi aujourd'hui le voyage est considéré comme une forme de thérapie. Jaël, déjà, est-ce que vous êtes une adepte de voyage? Vous voyagez beaucoup? Enfin, si jamais vous avez des moyens, évidemment, de votre politique. Mais en quoi le voyage peut être considéré comme une thérapie? Pourquoi c'est vu comme une thérapie, le voyage? Déjà, merci. Déjà, heureusement pour moi, j'ai un père qui est diplomate en quelque sorte. Donc, ah oui, donc lui, le voyage, voilà. C'est naturel. On a beaucoup voyagé et c'est vraiment, c'est très bien. C'est vraiment bien. Lorsque tu as la possibilité de découvrir des endroits qui sont très beaux. Déjà, depuis petite, je pense que j'aime bien les voyages parce que je pense que ma première idée pour les études, c'était de venir au test de l'air juste parce qu'il fallait que je voyage. Ah ouais, quand même. Donc, c'est vraiment bien parce que tu as la possibilité de découvrir des endroits vraiment qui sortent totalement de ton cadre, des constructions vraiment très, très, très belles. Et c'est vraiment thérapeutique parce que ça t'aide un peu à sortir de ton confort. De cette zone de... Voilà, des gens que tu vois tous les jours, des endroits que tu connais déjà, ça te permet de découvrir. Et donc, vraiment, c'est quelque chose de très, 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 très satisfaisant. On parle justement de... Alors, elle est très, très heureuse de nous parler justement de son expérience, mais on est preneur parce que, évidemment, c'est ce côté qu'on voulait un peu comprendre parce qu'elle, évidemment, elle a fait certains pays. Alors, la thérapie, on va s'arrêter là-dessus, mon cher Donatien. Elle a souligné, ça permet de pouvoir un peu sortir de cette zone de confort. Est-ce que c'est le facteur par excellence qui pousse aujourd'hui à voir le voyage comme une thérapie? Oui, mais c'est effectivement une thérapie parce que déjà, on quitte un cadre pour un autre cadre. Donc si par exemple, une personne qui est au Sénégal, rien que, laissons d'abord l'aspect international, genre aller dans d'autres pays, mais rien que l'intérieur du Sénégal est très beau. Ouais, on peut aller à la Casamance, on peut aller à Tambacounda. Il y a aussi des espaces naturels. Vous voyez, et je crois qu'il y a une région là où il y a un espace naturel où il y avait une quantité d'espèces d'oiseaux. Rien que ça peut être thérapeutique. Et on conseille même ça aussi aux gens. Souvent, vous allez vous rendre compte que même les personnes qui sont à, je ne vais pas dire troisième âge, mais qui vont vers, ont cette tendance à vraiment aimer des voyages pour passer du bon temps, soit en famille. Il y a d'autres aussi qui sont friands des voyages seuls. Ils vont seuls, ils découvrent des endroits. Et ils vont aussi avec certains, sauf même des appareils photo pro,
professionnel. Ouais, pour immortaliser ces moments. Pour faire des photos et rentrer avec et se souvenir de ces bons moments. Et c'est vraiment très thérapeutique. Très thérapeutique, Nathan, parce que Donatien disait qu'effectivement, le fait de voyager, c'est pas de quitter le Sénégal pour le Maroc ou le Maroc pour un autre pays. C'est le fait aussi parfois d'être sur place, enfin dans le même pays, mais de juste bouger, comme l'a souligné Jaël, sortir de cette zone de confort. Est-ce que moi, si je quitte Sacré-Cœur pour Nord Foire, j'aurais moi voyagé? Est-ce que ça m'aurait servi de thérapie aussi quelque part? Bon, est-ce que ça sert de thérapie là? On va dire qu'on peut prendre ça dans ce sens. Mais on va prendre mieux, d'accord? Je me rappelle qu'un jour, j'étais invité quelque part à un concert et j'allais de mon quartier, de la zone B, pour un quartier un peu vers les HLM, du côté de Patte d'Oie. Et j'étais surpris un peu de découvrir un peu le fait que les gens sont entassés. Parce que chez nous, à zone B, point E, c'est pas vraiment ça. Et la voiture avait du mal à circuler. Ce que je veux dire par là, c'est que même dans ce contexte de la ville de Dakar, on peut découvrir des choses et comprendre par exemple qu'ici à Dakar, il y a des gens qui ne sont pas forcément aisés, qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas dans les mêmes conditions. En fait. Les gens attendaient les bus, ils étaient entassés et tu sentais que ça sentait le vol, les problèmes. Tu sentais que là où les gens étaient, ça sentait les problèmes. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, quelqu'un qui quitte de Patte d'Oie pour arriver au point E à zone B dans un restaurant, pour lui, ça peut être un voyage. D'accord? Ça peut être bien pour cette personne-là. Donc, c'est vraiment une affaire de contexte. Dans ce sens-là. D'accord. Le voyage, Fabrice, c'est vrai que Jaël l'a souligné, Donatien ainsi que Nathan aussi, le côté un peu thérapeutique de faire de bouger un petit peu, ce que ça peut apporter. Mais au-delà de la thérapie, est-ce que le fait de voyager en lui-même, c'est une bonne chose? Si oui, pourquoi? C'est-à-dire au-delà du fait que, c'est vrai, on sort de la zone de confort, mais voilà, pourquoi c'est important aujourd'hui pour l'homme, de manière générale, avec un grand H, de voyager? Pourquoi c'est important? Merci déjà pour la parole. Voyager aujourd'hui pour l'homme est important parce qu'avec l'évolution du monde et les technologies et autres, il est très important de s'instruire, de découvrir et d'améliorer notre style de vie ou encore notre langage. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je parle peut-être français et un peu anglais. Mais si je vais dans un pays où on parle espagnol, je peux améliorer. Ouais. Ou encore découvrir, je ne sais pas, d'autres cultures. Donc déjà, voyager, ça nous fait vraiment du bien, comme l'a dit Jaël. Ça nous apporte un petit plus qu'on n'avait pas, des connaissances et autres. Ouais. Et comme disait Nathan, voyager, ce n'est pas forcément quitter d'un point à un autre. Ça peut être dans la même ville ou encore d'un coin à un autre. Je prends l'exemple, dernièrement, je suis allé à Grand Dakar voir une amie. Et j'ai vraiment été surpris par l'atmosphère que j'ai trouvée dans le quartier. Ouais, c'est un quartier très chaud. C'est-à-dire, c'était... Voilà, les gens... c'est très vivant. Je me suis tout de suite mis aux aguets, c'est-à-dire, tu fais erreur, tout part. Tu fais erreur, tout part, les affaires, le téléphone et autres. Ouais. Donc, je suis resté là sur mes pas, à me dire, mais moi, j'étais à Ouest Foire, je peux sortir, rentrer à n'importe quelle heure. Mais arrivé à Grand Dakar, je me rends compte que c'est pas possible même de rester en bordure de route. Bon, en fait, il y a une forme d'inquiétude. En fait, c'est comme un peu, Nathan disait, c'est se rendre compte aussi, le fait de voyager, un petit peu les conditions dans lesquelles certaines personnes sont un petit peu, on va dire, installées, enfouies dans ces difficultés-là. Il y a une personne que vous connaissez très bien qui s'appelle Descartes et qui disait que lorsqu'on s'emploie trop à voyager, on devient étranger dans son pays. Elle est très belle, cette phrase. Mais elle est très forte, je veux dire, mais c'est là aussi quelque part l'avantage de sortir un petit peu, d'aller voir ce qui se passe dans le monde, mon cher Donatien. Oui, en fait, il faut absolument sortir. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, après, avec les nouvelles technologies, c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas de moyens, s'il a quand même une bonne connexion, il peut voyager par YouTube. Oui, parce que comme on dit que le monde est devenu un grand village. Voilà, et aujourd'hui même, actuellement, Amazon pousse le pion très loin parce qu'ils sont en train de mettre en place le système de réalité virtuelle avec des casques. Donc là, ils sont en train de travailler avec des gens dans le monde. Donc si, par exemple, vous êtes aux États-Unis, vous allez par exemple au Kenya, vous mettez juste votre casque et vous voyagez. Vous faites découvrir le Kenya. Ouais, mais est-ce que c'est pas bon d'y aller directement? Maintenant, par contre, je crois que aller directement, c'est encore mieux parce que c'est un peu comme avoir un livre virtuel et un livre dans ses mains. Aller sur place, il y a le contact.
vous allez côtoyer des gens, vous allez découvrir des nouvelles cultures, la chaleur humaine et les relations humaines. Il n'y a rien de plus bien que ça. Hein. Il n'y a rien de plus bien que ça. Donc, il est mieux toujours d'aller au contact. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un boulot et puis se préparer en conséquence, avoir des moyens. Donc, certains font des économies, parfois sur une année, et puis après, on voyage avec la famille ou bien... C'est utile d'aller au contact, c'est très important. Et aussi, ça change la mentalité. Ouais, parce que c'est bien. Parce que en parlant de mentalité, je vous raconte ma petite histoire. Parce que quand j'étais évidemment dans mon pays, le Gabon, et que j'avais opté pour le Sénégal pour mes études, j'avais en toute sincérité une image du Sénégal que j'ai pas eu à découvrir ici. Quand je suis arrivé, je dis OK, parce que nous de l'extérieur, on avait l'image du Sénégal qu'on nous montrait à la télé. C'était évidemment des coins reculés, parce que quand je suis allé à Tambacounda, je dis mais c'est cette case qu'on me montrait du Sénégal. Donc moi j'avais une perception du Sénégal qui ressemblait à une case et tout le reste, parce que c'est ce qu'on me montrait à la télé. Et quand je suis arrivé, évidemment, de me rendre compte que c'est un peuple qui est simplement magnifique et qui a le sens de l'hospitalité, la teranga comme on dit, tu te rends compte qu'évidemment c'est bien parfois de voyager, découvrir les autres, la culture, c'est important. On va peut-être revenir sur un point que Jaël, notre ami Donatien, a souligné tout à l'heure dans son argumentaire. Il parlait d'économiser, en l'occurrence, avoir les moyens évidemment pour se permettre de voyager. Mais un autre point abordé par Donatien, on peut voyager grâce au numérique aujourd'hui, mais c'est surtout que nos amis psychologues nous font comprendre qu'on peut voyager en étant dans son lit, on peut voyager en étant tout simplement dans son salon. Alors ça n'a rien de magique ou voyage astral et tout le reste. Non, mais en fait, ils font allusion au rêve. Rêver, c'est voyager. Et est-ce que vous êtes dans cette optique-là de se dire que je peux, moi, rêver demain d'être aux États-Unis, et le fait d'y avoir simplement pensé, le fait d'avoir rêvé d'y être, c'est déjà pour moi un voyage? Oui, exactement. Parce que lorsque tu rêves déjà de quelque chose, je pense que tu vas te donner les moyens d'y arriver. Parce que, pas forcément des rêves fictifs, hein, mais des rêves vrais, réels en fait, qui existent, des endroits qui existent. Je pense que si déjà dès la base tu te dis non, moi je rêve d'aller. Parce que je prends l'exemple de ma tante. Toute petite, elle avait toujours non, moi je ne veux pas grandir avec ma mère, je vais vivre à Port-Gentil, je vais vivre à Port-Gentil, je vais vivre. Mais exactement, elle n'a eu que 16 ans. À 16 ans, elle a dit à sa mère que non, regarde, moi je ne veux pas vivre avec toi, je ne veux pas te causer plus de charges, déjà que tu as passé de moyens. Je vais aller à Port-Gentil. Peu importe, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment je vais vivre, je ne vais même plus apprendre, mais je te dis juste que je vais aller parce que je veux y aller, parce que je veux rencontrer une personne qui sera même de s'occuper de moi, de s'occuper de ma famille. Et exactement, elle a fait. Avant, on se disait que oui, c'est un rêve, non, tu ne vas pas partir, tu vas partir comment tu n'as pas de moyens, nous-mêmes, on n'a pas de moyens. Mais à 16 ans, dès qu'elle a eu 16 ans, elle a eu son plan, elle a eu son rêve, elle est partie. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans qu'elle vit là-bas maintenant. Elle n'est plus rentrée, hein. Elle vient juste en vacances. Quand elle vient, elle retourne. Elle a déjà sa vie. Elle, effectivement, elle a trouvé la personne avec qui elle voulait vivre. Voilà, c'est comme on a tendance à dire, arrêtons de rêver nos vies. Il faut simplement vivre nos rêves. Voilà. Elle a une vie, elle a un domaine, elle travaille au cadastre même. Ce qui étonne même parfois les gens se disent que mais tu as arrêté l'école, comment tu as fait? Mais elle a une vie là-bas. Ce qui veut dire que son rêve a permis à ce qu'elle ait une vie confortable quand même. Je dirais même pour aller dans le même sens que Jaël, que le rêve crée la foi. Le rêve crée la foi. C'est-à-dire que, vous savez, en fait, moi j'aime bien observer les enfants et je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle Jésus disait que ceux qui n'auront pas la foi quand même des petits-enfants n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez voir un enfant qui a un rêve. Si vraiment, parfois les parents se battent même, mais l'école, l'enfant dit moi c'est ça. Mais quand on revient 10 ans plus tard, effectivement, il a accompli son rêve. C'est la même chose pour le voyage. Quelqu'un peut dire, moi, quand je serai grand, j'irai aux États-Unis. Mais il dit, mais le petit là, tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? En fait, c'est une source de motivation, comme elle a dit. Le fait seulement de penser que c'est une détermination et derrière, on se donne les moyens pour réaliser ce rêve. Nathan, je viens à toi parce que Donatien a abordé l'aspect purement et simplement, on va dire, sur le plan un peu technique, la technologie, le fait qu'on peut aujourd'hui voyager avec un casque sur les yeux. Mais c'est surtout qu'avec
l'avènement d'Internet, on assiste à un autre métier, les métiers du web qu'on appelle les influenceurs ou les influenceuses. Aujourd'hui, on a l'impression que le fait de voyager, c'est devenu un métier parce qu'il y a des entreprises qui payent ces influenceurs-là pour aller découvrir certains coins, aller prendre des images. Donc, le fait d'être payé pour voyager, on n'est plus au-delà de la thérapie, elle est terminée là, mon cher Nathan, on est dans un gros business. Donc le voyage devient un business aujourd'hui. Enfin, ça l'est déjà dans le sens où on paye les compagnies aériennes et tout. Mais le fait de savoir que les gens vont chercher une personne lambda qui est payée pour voyager, évidemment que c'est le métier de rêve, mais là on n'est plus dans la thérapie. Ou bien c'est toujours le cas, on est toujours dans cette thérapie. Au-delà du profit, mais est-ce qu'on est toujours là dans le cercle de la thérapie? Je crois que ça a les deux effets. De la même manière que pour une hôtesse de l'air, ça fait bien de découvrir plusieurs villes, oui. C'est la même chose pour quelqu'un qui est pris dans ce sens pour voyager, pour découvrir des endroits pour l'entreprise. Je prends le cas de Nicolas Hulot, que nous avons tous connu, qui était l'écologiste. Voilà, l'écologiste. Il a découvert des endroits du monde et il nous a fait découvrir aussi en même temps. Oui, à travers son documentaire qui était très suivi. Son documentaire, mais il était payé pour ça. Ouais. Et voilà. Et aujourd'hui, il a même pu faire arriver en France des chefs indiens en France que le président français ne connaissait pas ou ne pouvait pas rencontrer. Lui, au travers de ce qu'il faisait, il a pu faire venir des chefs indiens, des personnes qui venaient de très loin. Donc, avec son travail était de voyager, découvrir. En même temps, il travaillait pour Ushuaïa Nature, je pense. Donc, à la fois, il arrivait à engranger des revenus, mais en même temps, à découvrir. Et lui-même, quand vous voyez son corps, malgré son âge, vous sentez que le voyage détient sur lui. Il est impeccable pour une personne âgée. Donc, cette thérapie-là marche sur lui. Aussi, il a les revenus. Évidemment. Alors, Fabrice, je vais attendre quelques minutes, mais je vais me tourner vers notre ami Jaël. Bon, vous êtes la seule femme de ce plateau. Il y a une étude qui a été faite par un groupe, une start-up, un groupe français qui, on va éviter évidemment de citer le nom parce qu'elle est très connue, ce groupe, qui, au sorti de cette étude, nous fait comprendre que les femmes sont plus, on va dire, celles-là qui dépensent beaucoup plus pour les voyages que les hommes. Est-ce que ça sous-entend que vous avez tout le temps besoin de vous soigner dans le sens de la thérapie par rapport aux hommes, ou bien c'est tout simplement que vous vivez votre vie et vous mettez les avis de côté? Bon, là ça dépend. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend. Il y a certaines qui voyagent parce qu'elles se disent qu'ailleurs il y a la possibilité d'avoir peut-être telle ou telle chose à tel prix. Ouais. Chez moi, je n'ai pas peut-être la possibilité d'avoir ça. Si je peux me déplacer pour avoir ça, j'y vais en fait. Et il faut comprendre que les femmes sont souvent plus émerveillées par ce qu'elles voient. Ah, nous le sommes aussi. Les hommes, les hommes aussi. Je veux dire, on peut être émerveillé devant une tour Eiffel. On est un peu plus sensible en fait. Nous sommes un peu plus sensibles à ce qu'on voit, à ce qu'on remarque. Donc, on peut dire que c'est peut-être à cause de ça. Et aussi, peut-être dans la photographie, il y a les femmes, elles aiment beaucoup la photo. Et il faut quand tu vas à un nouvel endroit, tu vas immortaliser, tu vas te dire que voilà, tu dois me donner les moyens, peut-être, si tel est parti, non, pourquoi pas, moi je vais aussi aller, je vais me prendre en photo, voilà. C'est peut-être dans ce sens-là que les femmes sont plus avancées dans les voyages. Peut-être, je sais pas, mais sinon tout le monde aime voyager. Sinon, la plupart, à part ceux qui ont un peu peur des voyages, mais sinon. Ouais, parce qu'il y en a qui ont la phobie des avions et tout le reste. Voilà. Fabrice, c'est vrai qu'on a parlé, je pense que tout le monde a peut-être une expérience un peu dans un autre pays, d'avoir voyagé. Comment vous avez-vous préparé votre voyage pour le Sénégal? Je veux dire, comment, lorsqu'on vous a annoncé la nouvelle, ou tout simplement quand vous avez pointé le doigt sur la carte d'Afrique, sur évidemment le pays, le Sénégal. Je veux dire, comment vous avez appréhendé ce voyage-là? Comment ça s'est passé? C'était très, très brusque en fait. Donc, je n'ai même pas eu le temps de me préparer ou encore de me mettre dans les bonnes conditions, vous dire à mon entourage que voilà, je voyage et tout. Ouais. Après l'obtention de mon baccalauréat, ma sœur aînée m'a fait le message, ben voilà, il faut... Elle s'appelle comment ta sœur? Odette. Odette, bon, on salue Odette. Que je salue au passage. Elle m'a fait un message en me disant, voilà, il faut maintenant prendre ta vie en main. Qu'est-ce que tu as prévu faire après le baccalauréat? Je lui ai répondu sur des trucs, des business que je veux, je veux faire. En retour, elle m'a dit, voilà, moi je trouve mieux qu'il est pour toi d'aller au Sénégal,
déjà que j'avais un parent ici. D'accord. Ouais, c'était plus facile déjà voilà, en termes d'accueil. Hein, d'aller au Sénégal, retrouver ta personne et puis vous allez voir comment faire pour vous organiser. Et ça va te permettre de découvrir d'autres cultures et tout ça là. Donc, sur le coup comme ça, j'ai pas eu le choix. Oui. Déjà que connaissant des conditions dans lesquelles nous vivons au quotidien dans notre entourage, j'ai opté pour le Sénégal. D'accord. Mais pas de regret en tout cas jusqu'à pas de regret. Bon, parce que, comme tu l'as dit auparavant, l'image que je me faisais du Sénégal étant au Gabon, je voyais plus des constructions anarchiques. Ouais, on avait tous une image, je ne sais pas pourquoi. Mais là, c'est peut-être la faute à certains médias aussi, parce qu'ils balançaient des images. Mais là, quand on est arrivé, des gens se rendent compte que sur certains points, le Sénégal est très avancé. Voilà, on ne va pas faire la comparaison, mais même si on est parfois obligé de la faire, cette comparaison-là, parce que quand on arrive, on se dit, ah tiens, mais on fait un constat et on se dit, ah tiens, mais c'est très différent par rapport à d'où on vient, voilà, tout simplement. Alors, Nathan, on va revenir sur un point. Tout à l'heure, on a parlé du côté, on va dire, thérapeutique du voyage. Mais Youssoupha disait également, dans l'une de ses chansons, son premier album, qui s'appelle Scénario, il y a une partie où il dit que le voyage, aujourd'hui, nous enferme dans une sorte de boîte noire où on a du mal à s'en sortir et qu'aujourd'hui, le voyage tue la quasi-totalité de nos petits frères. Il fait allusion à l'immigration. Aujourd'hui, le Sénégal, on l'a vu, a perdu plus de 100 et quelques jeunes dans un naufrage. Tout ça parce que ces jeunes, évidemment, ce qu'on a dit, le côté positif du voyage, le fait de s'imaginer dans un autre pays. Jaël disait tout à l'heure que quand on voyage, en général, on va chercher ce qu'on n'a pas ici. Et voyager aujourd'hui, au-delà de la thérapie, pour ces jeunes qui ont perdu la vie en mer, c'est loin de la thérapie. C'est au contraire, comme ce que Youssoupha disait, une idée noire qui nous enferme tout simplement et qui nous tue à petit feu. Alors là, c'est un peu le côté, on va dire, noir un peu du voyage aussi, que j'ai envie de dire. S'il faut se plonger dans ce côté noir, il faut comprendre déjà que même pour ces personnes, c'est plus un sacrifice. C'est plus un prix à payer qu'autre chose. Donc voyager peut se résumer à ça aussi, à ce sacrifice-là. Vous allez voir, vous interrogez les personnes qui sont prêtes à repartir. Ouais. La preuve, c'est que le lendemain du naufrage, du fameux naufrage, il y a des personnes qui ont été interrogées qui ont dit que demain, nous, on repart. Oui. Vous comprenez, c'est que c'est ce dont j'avais parlé. C'est un rêve. Mais là, c'est plus un rêve, c'est une projection. Oui. Je me dis, il faut que je parte parce que la condition dans laquelle je suis ne me plaît pas. Ouais. Et je me vois mieux dans cet environnement-là. Je me vois mieux créer quelque chose là-bas. C'est peut-être utopique pour certains, mais il y en a qui réussissent. Et on compte plus sur les personnes qui réussissent que sur celles qui échouent. Et donc, c'est comme si l'espoir faisait vivre. Et malgré le fait que d'autres meurent, ça devient quand même un prix à payer. Quelque chose, on va dire, des boucs émissaires qui sont partis. Mais ce que Youssoupha dit, que c'est une boîte noire qui tue nos petits frères, c'est vrai que dans le sens, l'Afrique a perdu beaucoup de fils, beaucoup de sacrifices. On va en Libye, au plus haut, au Maroc, beaucoup de personnes meurent. Mais on va dire que c'est un sacrifice, peut-être que ça en vaut la peine pour eux. Parce qu'après, il y a des personnes qui réussissent. Il y a des gens aujourd'hui qui aident leur famille, qui ont, après avoir fait une immigration clandestine, qui prennent en charge leur famille, qui construisent des immeubles dans lesquels nous vivons même, pour la plupart. Donc, c'est peut-être un jeu à somme nulle, quoi. On ne perd pas, on ne gagne pas, mais c'est à chacun. Parce que comme tu l'as dit, ça va dans les deux sens. C'est vrai que moi j'aime bien la phrase de Jaël, voyager, c'est aller chercher ce qu'on n'a pas. Et on peut aller en France, peut-être aller faire une photo sur la Tour Eiffel, parce qu'on n'a pas la Tour Eiffel tout simplement chez nous. Donc c'est vraiment, elle est assez forte cette phrase, d'ailleurs je vais te la piquer au passage. Mais je pense qu'en fait c'est beaucoup plus ça. Voyager, c'est aller chercher ce qu'on n'a pas. Fabrice, alors c'est vrai que toi, le Sénégal, ça a été un choix par défaut, parce qu'évidemment peut-être que tu avais un autre pays avant le Sénégal. Mais je veux dire, il y a un point que tu as abordé aussi dans ton argumentaire, tu parlais de découverte, un point aussi souligné par Donatien. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu analyses le Sénégal? Je veux dire, en termes de culture, en termes de découverte, est-ce que tu as découvert, est-ce que tu as appris justement, est-ce que tu continues à apprendre de ce pays? Proprement parlant, je n'ai pas encore eu le temps de bien découvrir tout le Sénégal. Ah oui. Au moins, le peu d'endroits que j'ai visités, j'ai aimé, j'ai découvert, comme l'île de Gorée. Oui. L'île Gorée, marquée par une histoire, évidemment. Par une histoire vraiment qui nous rappelle encore le passé de nos ancêtres et autres. Oui. Donc, avec tout ça,
moi je me dis que j'ai un plus déjà, parce que j'ai découvert d'autres cultures, à l'exemple des Touba et autres là. Ouais. Je m'y fais chaque jour et ça devient un peu comme un quotidien en fait. D'accord. J'apprends au fil du temps. Un quotidien de voyager, ça a été le tien, hein, Jaël, le quotidien de voyager. C'est vrai que tu étais encore plus jeune, mais c'est vrai que quand on est plus jeune, Donatien le soulignait tout à l'heure, l'importance un peu d'avoir ce côté innocent. Quand on est très jeune, le voyage, c'est comme un grand cadeau qu'on s'offre. Qu'est-ce que toi, tu as retenu de tous ces voyages? Je veux dire, tu as l'avantage, toi, d'avoir un papa qui est diplomate. Il est toujours diplomate? Oui. Bon, d'accord. Papa, comment déjà le prénom? Simon. Voilà, donc on salue papa Simon, c'est sûr qu'il nous regarde dans un autre pays, peut-être sûrement au Maroc. Mais du coup, qu'est-ce que tu as retenu de ces nombreux voyages? Déjà, c'est une opportunité. Vraiment. Vraiment, ça dépend vraiment de la personne qui voyage. Certaines personnes, ça augmente l'orgueil. D'autres personnes, ça te rend humble. Augmenter l'orgueil, dans quel sens? Genre, dans le sens où tu te dis que, voilà, moi j'ai de la chance de voyager, moi je voyage. Sur Quand les voyages deviennent des comparaisons oui, ah d'accord. Oui, ça oui. Parce que toutes mes petites sœurs, vraiment, là, elles sont en vacances ici. Pour elles, en fait, c'est un luxe. Yeah. Même pas que c'est un luxe. Et c'est vrai, elles sont habituées, mais il y a des fois, tu entends des petits débats, peut-être avec leurs copines. Elles se disent, non, est-ce que toi, tu es allé là-bas? Non, est-ce que moi, mon père, nous, on voyage tous les jours. Voilà. Nous, quand on voyage, on part en classe VIP et tout. Voilà, des fois, voilà. Typique. Ça augmente des fois l'orgueil, mais c'est aussi une façon de voir que certaines personnes ne vivent pas bien, en fait. Ouais. Certaines personnes n'ont pas l'opportunité. Vraiment, moi, si je voulais voyager, c'était vraiment pour découvrir. Mais après, au fil du temps, ton idée change. Ton idée change, c'est de pouvoir offrir ça peut-être à tes enfants, pouvoir offrir ça aux autres, parce que c'est vraiment un cadeau que nous, on nous fait. Parce que vraiment, on n'est pas obligé de partir, parce que des fois, chacune est éparpillée chez sa maman. Mais le courage qu'il a souvent de nous rassembler tous, de dire que voilà, on part. C'est un privilège, en fait, que beaucoup n'ont pas. Et vraiment, c'est très important. Vraiment, quand tu voyages, tu découvres, tu apprends que, voilà, tout le monde n'a pas... Parce que même quand mes petites sœurs sont arrivées ici, elles étaient un peu abasourdies de voir comment des enfants de leur âge demandent. Mendient, par contre. Elles étaient vraiment choquées de voir que à ça, comment des fois même plus petits qu'elles demandent, voilà. Donc il y en a qui dorment dans les rues, rues. Donc elles sont un peu, et vraiment c'est une très belle chose, vraiment. Voyager, par contre, ça, c'est un truc que tout. Donc, Donatien, c'est vrai, on arrive au terme de cette émission, on va chuter vite fait avec toi. Pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit, voyager, c'est aussi cette façon-là, cette thérapie qui nous permet d'avoir un corps sain dans un esprit sain aussi, mais surtout de pouvoir avoir un avis général sur ce que les autres traversent de manière. Oui, effectivement. Moi, je dirais même que voyager, c'est la quête de la connaissance. Pourquoi je le dis? Parce que plus on voyage, plus on prend le temps de constater ce qu'il y a ailleurs, qu'il n'y a pas forcément chez nous, et comment y remédier. D'autres font, ils vont là-bas, ils prennent ce qu'il y a là-bas, ils emmènent ça chez eux. Je vais vous prendre l'exemple de la Chine aujourd'hui, qu'on cite avec tellement de belles paroles. Mais la Chine, il fut un temps, a envoyé l'un des meilleurs élèves, les meilleurs étudiants aux États-Unis pour être formés. Et ils leur ont dit, une fois que vous terminez, vous rentrez construire le pays. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont allés prendre le savoir qui est là-bas, ils ont ramené ça chez eux. Donc, sur l'aspect du voyage, ça doit aussi nous apporter l'humilité. Voilà, l'aspect du voyage, c'est vrai, hein, pour corriger ce que notre ami Jaël disait, voyager ne doit pas augmenter l'arrogance. En tout cas, au contraire, ça doit nous permettre de connaître, d'avoir une sorte de curiosité intellectuelle. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, c'est passé très vite. On remercie Fabrice, vous êtes diplômé en gestion des entreprises, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci. On remercie notre ami Nathan, étudiant en management des affaires, toujours un plaisir, hein. Bienvenue chez toi, évidemment.
également Nathan Donatien, étudiant en droit, deuxième participation. On espère te revoir évidemment sur le plateau de Génération News. Et on termine avec la seule femme de ce plateau, adepte des voyages, Jaël, étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.